Bonjour à vous tous, toutes et tous, pardon. J'espère que vous avez passé un très agréable week-end de Pâques. Nous sommes désolés pour ce petit retard sur le début de la conférence. On a eu des petits problèmes techniques avec Microsoft ce matin. On est désolé, pardon, on ne veut pas cracher sur nos amis américains. Mais bon, quand ça arrive, il faut le dire. Alors, ce nouvel épisode du cycle de conférences Patrimeta va être consacré aujourd'hui à la gestion sous mandat. On a intitulé très humblement cette conférence sous le titre Gestion sous mandat, un levier stratégique face à la complexité des marchés. Je crois que ce titre reflète assez bien ce qu'on cherche à vouloir dire dans le cadre de cette conférence. Pourquoi? Parce que le marché est de plus en plus complexe, plus rapide, plus exigeant, et que la question de la délégation et du pilotage professionnel des portefeuilles prend une importance de plus en plus croissante. Ça, je pense qu'on ne pourra pas revenir sur ce point. Ce qu'on va faire dans ces 40 minutes, on va essayer d'explorer ensemble en quoi la gestion sous mandat peut constituer un véritable levier stratégique pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients, bien évidemment. Pour animer cette session, nous avons le plaisir de recevoir Cédric Marc, qui est le gérant de Patrimonio Finance, qui nous fait la joie de bien vouloir animer ce débat. Et Cédric a invité donc deux experts de cette thématique, puisqu'on va retrouver Kamal Chankari, responsable de la gestion diversifiée et gestion sous mandat chez Palatine AM. Bonjour Kamal. Et Bonjour puis, Pascal. et Valentin Urutiaguet, qui est responsable de la gestion cross-asset chez Russe Gestion. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Sans plus attendre, je laisse la parole à Cédric qui va animer ce débat. Eh bien, merci Pascal, merci Valentin et Kamal de votre présence, parce que je trouve que cette thématique-là, c'est un vrai sujet en ce moment. Moi, je me rends compte qu'après quasiment 30 ans de conseil en gestion de patrimoine, avec une thématique où en plus l'allocation d'actifs, c'est quelque chose que j'aime bien, eh bien, j'ai besoin aujourd'hui, comment dire, d'être accompagné dans la compréhension et dans la location, dans la réactivité. Et je trouve que la mise en place de mandats de gestion, ce sont des vrais sujets valorisants pour l'épargne de nos clients. On va essayer de traiter, dans le cadre de cet échange, de voir de quelle manière est-ce qu'on peut avoir une réelle collaboration entre les sociétés de gestion que vous représentez et puis notre métier de CGP, toujours dans un souci d'apporter réactivité, performance, service à nos clients et aussi différenciation dans un monde qui évolue terriblement par rapport entre autres à tout ce qui va être gestion passive. Alors, sans plus tarder, moi, je voudrais poser, comment dire, la première question, c'est dans un environnement où les cycles de marché se raccourcissent, on le voit clairement, quels sont, selon vous, les signaux concrets qui vous amènent à recommander la délégation via un mandat? Est-ce que qui veut commencer? Valentin, par exemple? Très bien. Donc oui, c'est vrai qu'on a des marchés qui des cycles de plus en plus courts, des marchés qui vont de plus en plus vite. C'est vrai que cette vitesse, elle va de pair avec la vitesse de circulation de l'information. On a énormément d'informations et le but justement de la gestion sous mandat et des gérants en gestion sous mandat, c'est de faire un petit peu le distinguo entre le bruit de marché qui peut être nombreux, on le voit notamment plus récemment avec Donald Trump, et les signaux de marché qui, eux, donnent vraiment des grandes tendances. Ce qui est vrai aussi, c'est que les conseillers en gestion de patrimoine, aujourd'hui, ils sont un peu multicasquettes. Ils font aussi bien du financier, du fiscal, de la transmission. Donc, le but de la société de gestion et de la gestion de sous mandat, c'est d'être un service, d'être le bras armé financier, on va dire, du conseiller en gestion de patrimoine qui peut déléguer, tout en restant présent, mais qui peut déléguer justement la gestion du patrimoine financier de leurs clients. Donc, la gestion sous mandat, les principaux intérêts, c'est la flexibilité, bien sûr. On peut agir rapidement, même dans l'heure quand on a des événements, s'il faut agir, bien sûr. On peut aussi jouer sur la sélection des supports, puisque on peut aussi bien aller chercher des ETF, des OPCVM, des titres vifs,
de toutes sortes, on n'est pas limité par un environnement. Et bien sûr, sur les frais, on peut optimiser les frais parce que les titres vifs ne coûtent rien, les ETF coûtent pratiquement rien. Et sur les OPCVM, on peut aller chercher des parts institutionnelles ou des parts clean share. Donc, c'est autant de bonnes raisons, on va dire, d'aller sur la gestion sous mandat, en plus de tout simplement avoir une équipe de gestion et donc une équipe d'experts qui va venir analyser les marchés, donc qui apporte tout un appui, on va dire, sur la gestion des portefeuilles et la compréhension des marchés. Kamal, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport, je dirais, à cet inventaire à l'après-vert, très, très important? Je pense que Valentin, il a tout dit, hein. Donc pour nous, ce qu'on recommande, recourir à la gestion sous mandat, c'est quand le fait de ne rien faire, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc typiquement, là, on le voit depuis début mars. Le changement en fait de volatilité et sur le régime de volatilité des marchés, eh bien, ça coûte beaucoup. Donc, et le fait d'avoir une gestion sous mandat, quelqu'un qui va suivre le marché quotidiennement, quelqu'un qui va vraiment prendre les décisions d'une manière rapide, je pense que ça, c'est un très, très gros atout de la gestion sous mandat, en plus de tout ce que Valentin vient de dire. Donc, en fait, ce que je veux retenir, moi, c'est donc, bien sûr, réactivité, les sous-jacents qui sont souvent moins chers, les titres, les ETF ou les parts clean share. Et puis, on s'associe à une vision, à une équipe de gestion sous mandat qui a peut-être et probablement une meilleure compréhension, d'accord, des marchés pour pouvoir intervenir. En termes de philosophie, en fait, quels sont vos piliers, l'un et l'autre, qui structurent votre philosophie de gestion sous mandat? Et comment est-ce que ça se traduit concrètement dans vos décisions quotidiennes? Qui veut commencer? Est-ce que c'est… je veux bien commencer donc, sur cette partie-là. Ouais. Donc là, nous, c'est Palatine Asset Management. Nous avons une gestion qui combine ce qu'on appelle le quantitatif et le fondamental. Donc là, dans notre jargon, on appelle ça le comptamental. Alors, en quoi consiste cette façon de gérer? Donc, nous avons développé depuis maintenant presque 4 ans des modèles quantitatifs qui nous permettent de gérer le risque. L'idée ici, c'est de savoir si le marché il est risqué ou pas. Et pour cela, donc, on va observer une 50aine d'indicateurs divisés en 3 piliers. Donc, on a un pilier de liquidité qui nous permet de savoir est-ce que le marché il est liquide ou pas. Un pilier de volatilité qui, lui, nous permet de mesurer le degré de nervosité du marché. Et un troisième pilier qui est celui du crédit et qui nous permet de savoir si les entreprises ont du mal à se financer ou pas. Typiquement, nos modèles, ils ont détecté ou ils ont commencé à détecter un changement de régime à partir du mois de fin janvier, donc et notamment sur le crédit et que nous avons d'ailleurs réduit en ce moment-là. Et après, sur la partie fondamentale, donc là, on va analyser des données macroéconomiques sur l'emploi, l'inflation, la croissance, déficit budgétaire, etc. Et on va construire une vue de marché sur l'impact de l'évolution de ces indicateurs sur la politique monétaire, sur la politique budgétaire. Et à partir de là, on va construire nos vues de marché par classe d'actifs, par zone géographique et par style de gestion. Donc, par exemple, si on anticipe une hausse des taux directeurs en zone euro, eh ben là, nous serons plus négatifs sur les taux courts, par exemple, et nous allons privilégier une réduction de notre sensibilisation sur les taux. De même, on va peut-être réduire l'exposition aux valeurs de croissance en faveur de la value, par exemple. Oui, et c'est vrai, Kamal, lorsque vous dites ceci, c'est que ce qui est difficile dans notre métier, c'est la compréhension de ces signaux avancés plus ou moins faibles. Et compte tenu du fait qu'on a une rotation très importante, parfois dans la journée ou dans la semaine, ouais, c'est très difficile pour nous, CGP, effectivement,
de pouvoir avoir une bonne compréhension de ce qui peut se passer et d'intervenir. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette philosophie d'investissement, Valentin, vous qui représentez la société de gestion au risque? Nous, pour le coup, on a une approche qui peut être très complémentaire. On a une approche très macroéconomique, top-down, puisqu'on sait que 70% de l'alpha est généré par la location. De nombreuses études l'ont prouvé. Donc, on va avoir une lecture aussi en 3 piliers. D'abord, l'économie, donc tout ce qui est croissance, inflation, politique notamment budgétaire des États, qui vont nous permettre de définir un petit peu l'état économique par zone géographique. Les banques centrales, on a tendance à dire qu'elles font et défont les marchés, donc tout simplement en fixant le coût de l'argent. Et enfin, les marchés financiers qui donnent un indicateur à eux seuls, puisque parfois, quand tout va mal, on voit que les marchés financiers commencent à donner un signal positif. C'est tout simplement que les marchés regardent souvent à 6, 9, voire 12 mois, et donc regardent l'étape d'après. Donc, on va se fonder sur ces 3 piliers, et ça va nous permettre de définir notre allocation d'actifs, actions, obligations, par zone géographique. On va beaucoup raisonner dans l'allocation par prime de risque, dans le sens est-ce que je suis correctement rémunéré pour le risque que je souhaite prendre. Et donc, tout ça, ça va être revu lors des comités de gestion du lundi où l'on va vraiment revoir la macroéconomie avec l'ensemble des pôles, actions, obligations, cross-assets, et dans nos comités du vendredi où là, on va vraiment plutôt descendre dans la granularité sur les supports. Donc, c'est une approche qui est très fondamentale pour le coup, avec plutôt de la sélection de supports et de la location. Donc concrètement, merci en tout cas Valentin pour votre réponse. Kamal, concrètement, comment est-ce que vous construisez votre allocation d'actifs dans un contexte où, en fait, où les corrélations traditionnelles entre actions et obligations, on le voit bien aujourd'hui, elles ne jouent plus systématiquement leur rôle? Très bonne question. En fait, comme je l'expliquais avant, donc, dans notre processus d'allocation, donc, on va combiner des indicateurs que j'appellerais froids, qui nous donnent une idée factuelle et analytique sur le régime du marché, et une approche fondamentale, donc basée sur l'analyse macro et l'évaluation des rendements espérés de chaque classe d'actifs. Et notre approche donc repose sur une gestion du risque. Donc, moi, je me définis comme étant un gérant du risque, et aussi sur plusieurs expertises, puisque notre comité allocation, il va regrouper des gérants actions large cap, des gérants actions mid cap, mid et small cap, des gérants de taux, des gérants crédit et des spécialistes, au moins, de construction de portefeuille. Et là, j'ai calculé une expérience moyenne autour de 20 ans sur les marchés. Et donc, ces expertises, donc, ils vont permettre d'avoir des vues sur différentes classes d'actifs, sur différentes zones géographiques, augmentées par des signaux issus de modèles quantitatifs et qui nous permettent de gérer, je dirais, d'une manière efficace notre allocation. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour vous, de votre côté, Valentin, par rapport à cette problématique-là? Nous, pour le coup, sur la construction, on va raisonner donc de manière push, action, obligation et ou alternative produits structurés, puisqu'on va vraiment identifier le risque action du risque, on va dire, autre. Et sur ce risque autre, justement, on va raisonner par prime et par rendement. Est-ce que quand les spreads se contractent, on n'a pas plutôt intérêt à aller sur de l'alternative pour aller chercher d'autres typologies de rendement? Et pour les actions, on va plutôt raisonner par facteur. Comme vous l'avez dit, on sait que les corrélations ne sont pas stables dans le temps. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher soit une diversification factorielle géographique sur la push action pour avoir justement plutôt ce rôle d'amortisseur et bénéficier de la diversification. Et sur la partie qui va compléter cette push action et qui va aussi nous permettre d'ajuster le risque, on va justement regarder vraiment le rendement. À ce titre, en produits structurés, par exemple, on peut faire de très belles choses pour vraiment aller chercher cette typologie de rendement. Et ensuite, pour la définition du risque dans cette poche-là, en fait, on va davantage raisonner par risque de volatilité. On a un profil de risque, on va cibler une volatilité, en tout cas une fourchette de volatilité dans laquelle on va devoir rester qui correspondra au risque action, enfin au risque portefeuille, pardon. Kamal, Valentin a initié une thématique par rapport au risque, ce qui est un sujet qui est bien sûr très important pour nos clients, surtout en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, vous, de votre côté, chez Palatine? Comment est-ce que vous gérez ce risque? Quelles limites, avec quels outils, et qu'est-ce que vous mettez comme garde-fou si vous en avez? Je vais répondre par des exemples.
Donc, super. voilà, donc ce sera plus simple. L'année dernière, on a eu Trump, il a annoncé la hausse généralisée des droits de douane. Du coup, nos indicateurs étaient dans le rouge et ils continuent à se détériorer. Et donc là, nous avons décidé de réduire notre exposition action pour aller au minimum. Donc, comme vous savez, nous, on fait de la gestion profilée, c'est-à-dire prudent, équilibre, dynamique, offensif. Et chaque profil, il a une exposition minimale et maximale d'action. Donc là, pour le coup, on est parti sur le minimum sur tous les profils. Mais ça c'est important, nous n'avons pas attendu que nos indicateurs redeviennent verts pour revenir sur les marchés, puisque nous avons repris le risque à partir de fin avril, parce qu'on était resté dans le rouge, mais la majorité de nos indicateurs commençaient à s'améliorer, et cette décision nous a aidé à réduire la baisse, et nous avons rapidement participé à la hausse. Un autre exemple, donc là c'est récent, donc c'est cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit le risque à partir du mois de janvier, donc le 22 janvier, à travers la réduction du crédit. Pourquoi? Parce qu'on voyait que le crédit, on était sur des spreads qui étaient historiquement bas, et parce que je me disais Valentin, c'est le rendement espéré par rapport au risque pris, il n'était pas assez élevé. Donc nous avons décidé de réduire le crédit, et aussi on a réduit les actions au tout début du conflit, vers le 3 mars, parce que, encore une fois, nos indicateurs ils ont commencé à se détériorer et nous n'avons pas attendu qu'ils soient dans le rouge pour réagir. D'accord. Valentin, merci Kamal pour cette précision et cet exemple. Valentin, concrètement, quelles pourraient être les lignes rouges lorsque vous mettez en place des mandats pour différents profils d'investissement en termes de volatilité, d'horizon, tolérance de risque? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus chez Auris? Alors, nous, on a un outil propriétaire qui est utilisé par les gérants qui va donner la volatilité exemptée du portefeuille et la volatilité ex-post. Donc, on peut voir comme ça l'évolution de la volatilité de l'allocation dans le temps et avoir une idée aussi de quelle est la volatilité à l'instant T. Donc ça, c'est un peu la première mesure du risque, c'est j'ai un profil de risque, j'ai une volatilité donnée, est-ce qu'elle correspond, on va dire, notamment en matière de perte maximale, puisqu'on va regarder le maximum drawdown qui correspond, on va dire, en mesure simple à 2 fois la volatilité pour estimer est-ce que c'est une perte acceptable par rapport au profil de risque. On a aussi une équipe de contrôle des risques qui a développé un outil qu'on appelle le Market Risk Overview, le MRO, qui va donner toutes les différentes expositions aux différentes typologies de risques. Et ça, c'est un tableau quotidien qui est envoyé aux gérants. Et en plus, on a une synthèse hebdomadaire aussi qui nous permet de voir si on a des portefeuilles qui s'écartent en volatilité par rapport à ce qu'on cible ou qui peuvent s'écarter ou se rapprocher des limites de risque des bornes des mandats. De même, nous, quand on a des situations de stress de marché, la décision va être collégiale. On va se réunir lors de comités de gestion pour prendre des décisions. Et ça, c'est pour éviter le biais du gérant qui peut prendre une décision seul à un instant T, on va dire, et qui peut se retrouver seul face à ces décisions. Donc, on a cette borne-là au quotidien, cette limite-là au quotidien, avec tout simplement nos limites et voir quel est le risque des portefeuilles. Et dans les situations plus stressées comme récemment, c'est se poser la question, qu'est-ce qu'on fait à l'instant T? Qu'est-ce que l'ensemble des gérants peut voir sur chaque marché qui suit? Est-ce qu'il peut donner une indication sur ce qu'on fait ensuite sur les portefeuilles? Bon, c'est assez rassurant parce qu'on a besoin quand même d'être rassuré actuellement compte tenu de cette volatilité extraordinaire. Kamal, on peut parler d'un cas concret, et je poserai bien évidemment Valentin aussi la même question. Un cas concret où vous avez réussi à construire un mandat sur mesure pour un CGP. Quels étaient ses besoins, je sais pas, ses étapes, les contraintes, et comment est-ce qu'en fait vous avez répondu à cette problématique? Oui. En fait, nous, on a des clients qui sont, on a la chance d'avoir des clients différents. Et en général, on a des clients qui viennent de céder une partie de leur entreprise et se retrouvent avec un montant conséquent à placer. Donc la première chose que nous faisons, c'est de conseiller le profil de risque du client. Donc ça, c'est réglementaire. Donc son objectif d'investissement, sa capacité à supporter le risque, et aussi
ces contraintes spécifiques. Donc, nous avons par exemple des clients qui ont plusieurs profils de gestion, avec un profil prudent pour préserver leur capital, un profil offensif pour des placements de long terme. Nous avons aussi des dirigeants d'entreprise qui ont encore des parts de leur société non cotées logées dans un PEA. Donc, et du coup, nous, on va gérer tout le contrat en dissociant la partie cotée de ces non cotés. Nous avons aussi des clients qui souhaitent avoir des fonds spécifiques et là, on va pouvoir l'intégrer, mais en la collaboration avec le conseiller, donc avec le CGP. Et en plus de l'aspect, je dirais, financier, il y a aussi l'aspect commercial, puisque nous rencontrons régulièrement les clients pour leur expliquer notre stratégie, les performances, parler des perspectives. Et je trouve que ces moments que les clients apprécient, car cela leur permet d'échanger avec le gérant et mieux comprendre notre façon de travailler. Okay, je comprends. Il y a un minimum de, comment dire, pour faire un mandat de gestion chez vous, chez Palatine? 300 000 euros minimum. D'accord. Donc, si je vais, par exemple, si je vais 1 million et que je veux faire 3 boîtes, une prudente, équilibrée, dynamique, on peut faire 3 mandats dans 3 enveloppes différentes. Exactement. Okay. Valentin, comment ça se passe chez vous, chez Horis? Alors, nous, on s'est spécialisé justement sur cette relation B2B qu'on appelle aussi gestion intermédiaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les conseillers, les cabinets de conseil en gestion de patrimoine signent une convention de conseil entre leur cabinet et Horis. À ce titre, déjà, dans la définition du sur-mesure, ça leur permet, dans un premier temps, de conseiller des produits structurés, des FIA et bien sûr, tout autre support, plus vanille. On peut même pousser la chose plus loin pour des choses vraiment 100% sur mesure, c'est-à-dire qu'avec des cabinets qui avaient déjà un petit peu piloté leur allocation entre des mandats plus dynamiques, des PEA qui ont un biais beaucoup plus européen, par exemple, on a créé des profils sur mesure qui est un petit peu à l'image de ce que nous, on peut avoir avec du défensif, patrimonial, équilibré, dynamique, audace. On va avoir la même typologie, mais déclinée pour le cabinet. C'est-à-dire qu'on va travailler en amont un portefeuille modèle ou des portefeuilles modèles selon la typologie de risque, où le conseiller va pouvoir jouer son rôle de conseil et ensuite, dans la vie des mandats, on va suivre ses portefeuilles, par exemple lors de rendez-vous toutes les 2 semaines où on regarde le comportement, l'évolution, où on échange sur comment est-ce qu'on voit les marchés et comment est-ce qu'on fait fluctuer ces portefeuilles-là, mais toujours en gardant ce cadre du sur-mesure, parce qu'on va venir s'adapter en fait à ce qui peut déjà exister au sein du cabinet. Valentin, vous venez de parler de cette relation avec le CGP. Vous pouvez juste nous dire comment est-ce que vous organisez cette relation tripartite entre la société de gestion, c'est vous qui gérez, entre le CGP et le client final, parce que j'ai entendu que Kamal était en contact avec les clients. Vous êtes en contact avec les CGP. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous organisez concrètement ceci? Il y a un reporting, il y a des réunions? Alors, concrètement, on est conscient que les clients, notamment les clients qui ont vendu des sociétés ou autres, sont des clients qui sont très sollicités et pour eux, la relation de confiance, c'est quelque chose de primordial. On n'a pas vocation à se substituer aux conseillers et donc on met bien en avant, même si on échange avec les clients pour leur expliquer ce qu'on fait, ce qui se passe sur les marchés, ça peut aussi rassurer les clients de parler avec les gérants, on met quand même en avant que c'est leur conseiller qui maîtrise l'ensemble de l'environnement patrimonial, ce qui n'est pas notre cas, nous on maîtrise ce qu'on fait sur les marchés. Donc à ce titre, pour les cabinets CGP, ils ont un accès à notre web portal où ils vont avoir un reporting mensuel, un trimestriel, un annuel, donc ils sont alimentés automatiquement. Et en plus, si besoin, donc tous ces reportings sont personnalisés avec le logo du cabinet dédié au portefeuille numéro 1, 2, 3, 4. Et en plus, si besoin, on a des reportings quotidiens donc qui sont sortis tous les jours et qui peuvent être envoyés sur demande. On a même été un peu plus loin, c'est-à-dire que certains cabinets nous ont demandé, on met en place des flux automatiques qui viennent de notre base de données. Comme ça, les cabinets qui sont un peu plus digital native, on va dire, ou qui mettent davantage l'accent sur les outils internes, peuvent utiliser la data qu'on leur envoie pour personnaliser eux-mêmes des reportings, dans le cas de reporting consolidé, par exemple. Donc, il y a vraiment un accès très transparent à l'ensemble des portefeuilles et des données, en plus de tous les éléments avec lesquels on peut alimenter, que ce soit nos rendez-vous du lundi, par exemple, où on va donner notre vue sur les marchés, ou même nos points macroéconomiques mensuels, où là, on va retrouver en fait nos fameux 3 piliers, économie, banque centrale, marché financier, qui vont illustrer et qui vont expliquer en fait comment est-ce qu'on voit les marchés financiers.
Et ensuite, c'est des échanges soit ponctuels, soit plus réguliers, plus définis à l'avance ou autre. Un gérant va suivre un cabinet, donc ça permet d'avoir toujours le même interlocuteur. Ah, ok, d'accord, très bien. Kamal, comment ça se passe? Est-ce vous pouvez préciser aussi la relation tripartite que vous avez avec le CGP et clients? Parce que je pense que c'est un sujet qui est important pour nous, CGP. Bien sûr, bien sûr. En fait, nous, on produit des reportings mensuels, trimestriels, annuels, qu'il y a dedans. Donc, on va avoir les performances, les paramètres de risque, les frais, les arbitrages qu'on a mis en place. Après, on organise chaque lundi des présentations en ligne que nous appelons en interne les cafés des marchés ou le café des marchés, avec un point sur l'actualité suivi d'une intervention d'un gérant de fonds qui figure dans notre shortlist. Et une fois par mois, donc là, le premier, donc ça dure à peu près 15 minutes. Et une fois par mois, donc je vais intervenir et je vais faire un point complet sur la gestion sous mandat avec un point économique, un point marché sur la macro, un point marché, un point sur nos vues de marché, appuyé bien sûr avec les résultats de nos modèles. Et je finis avec pour présenter l'attribution de la performance des différents profils, tout en expliquant les arbitrages que nous avons opérés sur le mois. Et bien sûr, on va produire des supports de présentation pour le CGP qui peut l'utiliser devant ses clients. Et on a vraiment de très bons retours là-dessus parce que ils trouvent que le support il est assez bien fait et surtout la partie où on explique nos arbitrages. Donc là, on va détailler qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Et on va expliquer pourquoi on a fait tel ou tel arbitrage. D'accord. Bon, en fait, donc ce que je retiens, ce qui n'est pas néanmoins surprenant, messieurs, c'est que dans vos deux structures, tant Palatine que Aurist, vous offrez au CGP un gros outil de reporting en ligne. Donc, si moi, par exemple, je suis inquiet sur la situation actuelle, est-ce que je peux appeler, est-ce que Kamal, je peux vous appeler, ou est-ce que le gérant Valentin de chez Aurist, est-ce que je peux appeler pour discuter avec lui, pour qu'il m'explique un petit peu comment ça se passe? Ou est-ce que ça se fait tout en digital, notre relation? Non, ça se fait, on reste dans des métiers d'humain, donc ça se fait au téléphone, autour d'un déjeuner s'il faut, mais le mieux, c'est le contact, et ça reste de pouvoir se voir, de pouvoir se parler au téléphone, et pas uniquement d'écrire à une boîte mail. On sait que l'environnement évolue beaucoup, avec tout ce qui est intelligence artificielle notamment. Néanmoins, je pense qu'on aura toujours besoin d'humains en face pour expliquer ce qui se passe, expliquer ce qu'on fait et mettre un petit peu de sentiment, j'ai envie de dire, sur ce qui se passe et aussi d'empathie. Il faut se mettre à la place notamment des clients quand on a des chocs comme il peut se produire aujourd'hui, qui voient l'investissement parfois d'une vie être soumis aux aléas du marché. Derrière, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui explique ce qui se passe, qui est là pour assurer, pour montrer que même si la situation à l'instant T est incertaine, on arrive à contrôler, on va dire, à minima dans les investissements, ce qu'on peut faire pour agir au mieux. Ouais. Je confirme ce que dit Valentin. Donc, nous aussi, on fait la même chose. On peut organiser des réunions Teams pour expliquer ce qu'on a fait et pour faire un point sur les marchés, sur le mandat. Parce qu'on est conscient que surtout quand il y a beaucoup de volatilité et quand le marché commence à baisser, c'est là où les clients en fait ils se posent le plus de questions. Et c'est normal qu'on réponde aux interrogations et que le CGP soit à l'aise d'expliquer ce qu'on fait. Une question par rapport à la personnalisation du mandat. Imaginons qu'il y a un chef d'entreprise qui était dans un secteur très particulier. Est-ce que vous arrivez au sein de votre gestion, je dirais, à pouvoir, bien que ce soit vous les gérants et de gestion, mais si un client a un besoin, une envie d'investir sur un secteur d'activité particulier, je ne sais pas, ça peut être la défense, ça peut être la souveraineté. Comment est-ce que vous pouvez, en cours de vie, écouter le client?
Nous, sur je parlais en préambule Parce du que fait que... vous êtes les gérants, normalement. Mais, donc, c'est une question qui nous remonte régulièrement. Comment est-ce que on peut faire remonter une information sur une sensibilité particulière du client? Je ne dis pas non pas au début de vie du vie, mais on a fait une relation ensemble depuis 2 ans et puis le client, il a une sensibilité particulière sur la souveraineté européenne. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer ou pas au sein de vos sociétés dans le mandat? Pour moi, le conseiller reste un petit peu le garde-fou. Donc, c'est ce que je disais en préambule. Il connaît l'ensemble de l'environnement patrimonial du client et peut juger si c'est une demande qui est pertinente vis-à-vis de son environnement patrimonial ou pas. Le client qui a encore 70% de son investissement en action non cotée de sa société dans l'industrie et la défense, c'est peut-être pas pertinent de re-exposer un portefeuille à une thématique à laquelle il est déjà très exposé. À l'inverse, il n'est plus du tout, mais c'est une thématique sur laquelle le conseiller trouve que c'est pertinent. Au titre de la convention de conseil, il peut très bien conseiller dans le cahier des charges. On rentre dans un mandat discrétionnaire, c'est ce qu'on propose aussi. Dans le cadre d'un mandat discrétionnaire, on va définir ce cahier des charges et dans le cahier des charges, on met une contrainte sur l'industrie. Contrainte après qu'on peut juger pertinente ou pas. Si vraiment on trouve que c'est pas pertinent, c'est aussi notre rôle de gérant de dire attention, là pour nous, il y a après à aller chercher. Ou alors à dire oui, c'est intéressant. Par contre, peut-être que plutôt de jouer du Thales sur une métal, on va descendre, on va chercher d'autres actions dans le BITD et on va chercher justement d'autres typologies pour l'industrie et la défense pour lesquelles on est rémunéré pour trouver en fait les idées et ces idées-là. Donc, ça fait partie du cahier des charges. Nous, on va vraiment fonctionner par cahier des charges, en plus du profil, sur ces portefeuilles-là. Et Valentin, pardonnez-moi d'insister, mais je vous posais aussi clairement la question à Kamal sur ce sujet-là, c'est que ce que j'entends, c'est que pour nos clients, dans ce cas précis, mais qui existe, ce cahier des charges, il peut évoluer, c'est-à-dire qu'en fait, on peut de quelle manière est-ce qu'on peut échanger sur le fait de dire, voilà, sur ce client-là, sur ce mandat-là qui a été fait il y a 2 ans, il aimerait bien avoir, bien que vous soyez gérant, c'est pour ça que je pose, c'est une question qui est importante, dans le cas de ce cahier des charges, en cours de vie, il peut évoluer. Donc, c'est le client qui va vous dire, voilà, je voudrais un petit peu plus ceci. Comment est-ce que vous intégrez sa demande en cours de vie du mandat? La question n'est pas facile, mais moi j'ai souvent des retours là-dessus. Et je pense que nos confrères CGP ils sont sensibles à ça. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Est-ce qu'une fois que le mandat il est acté, est-ce qu'on peut le faire évoluer par rapport à une sensibilité que pourrait avoir le client? Est-ce que un de vous deux en fait, c'est un sujet aussi réglementaire. Donc, nous derrière, c'est nous les responsables. Le mandat, il est délégué. Donc, nous, on est responsable de la performance et il faut juste voir un peu d'un point de vue réglementaire, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Moi, ça m'est déjà arrivé en fait de rencontrer des clients qui sont d'ailleurs spécialisés dans la finance. Moi, j'aime bien aussi les voir quand il y a ce genre de demande pour comprendre pourquoi ils veulent ça. Et ça arrive souvent qu'à la fin, on arrive à leur montrer que c'est pas très utile entre guillemets, dans le sens où on a déjà une exposition à ce genre de, par exemple, s'il veut exposer à la défense ou au bancaire, on est déjà exposé via des ETF ou via des OPC. Et des fois, la discussion et le contact avec les clients, ça nous permet un peu d'expliquer et de comprendre déjà le besoin. Parce que moi, j'ai eu un exemple d'une cliente et à la fin, on l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle voulait pas avoir de financière, elle voulait pas avoir de dette française, elle voulait pas avoir de boîte américaine. Donc à la fin, ça fait tellement de contraintes que nous on peut pas dire oui à tout. Voilà. Donc il faut comprendre déjà ce que veut le client et si c'est utile pour l'allocation et ça nous met pas dans des contraintes parce que à la fin c'est nous les gérants
Et si demain on fait énormément de contraintes, la performance ne reflète pas notre vue de marché et notre savoir-faire, parce que c'est pour ça qu'on délègue la gestion. C'est justement pour suivre, et c'est pour notre expertise. Et si demain on se met des contraintes dans tous les sens, bah, à la fin c'est les clients qui gèrent, et ça plus une gestion sous mandat, c'est une gestion conseillée. Bon, en tout cas, l'objectif de ma question n'était surtout pas de vous mettre dans un corner réglementaire, mais c'est pour expliquer aussi à nos confrères techniquement comment ça se passe. Donc, en résumé, ce sont vous, bien évidemment, comment dire, les gérants qui prenez les décisions sur le portefeuille, et que dans le cas d'échanges informels, on peut bien évidemment communiquer sur une sensibilité. Ce que l'on doit retenir, c'est que bien évidemment, Palatine et Eoris, vous êtes la société de gestion qui, vis-à-vis de l'AMF, avait comment dire, la responsabilité du mandat. Juste, pardon, sur le côté informel, même formel, parce que le conseiller en investissement financier, le conseiller peut fournir un conseiller au PSI en tant qu'investisseur professionnel en disant « je vous recommande de tendre vers, en tout cas d'ajouter telle poche pour telle et telle raison ». Donc, plus c'est formalisé, mieux c'est, parce que nous, ça nous permet aussi d'étudier le conseil et de juger si on accepte le conseil, si on l'aménage ou si on le refuse. Ah, d'accord. Donc, Valentin, ce que vous voulez dire, c'est que dans une relation que l'on construit, par exemple, avec le client, mon cabinet et comment dire, Eoris, je peux, si j'ai une idée géniale, après l'avoir échangé avec le client, je peux vous proposer officiellement quelque chose dans le cadre d'un mandat? Oui, donc c'est documenté et c'est le propre de la convention de conseil qui est signée, que vous êtes amené à signer. Ah oui, donc là, vous soulevez un point qui est très important. D'accord, très important. Bon, eh bien, non, merci Valentin et Kamal de ces précisions, parce que effectivement, parfois, on peut avoir une conviction étayée par, comment dire, une envie répétée du client. Donc, on peut, d'une manière officielle, comment dire, vous la demander, et après, c'est à vous, en tant que gérant du mandat, de décider si c'est intéressant ou pas. D'accord, ok, très bien. Pour conclure, puisque le compteur tourne et tourne très vite, et c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Bon, comment est-ce que on peut imaginer la gestion sous mandat dans les, allez, soyons fous, dans les 3 à 5 ans? Est-ce qu'il y aura encore plus de personnalisation? Est-ce qu'il y aura encore plus de data? Est-ce que peut-être encore plus de gestion réglementaire? Quelle est, vous, votre vision sur cette perspective? Est-ce que, Kamal, peut-être à vous? Oui, pour moi, la gestion sous mandat, je pense qu'elle sera de plus en plus digitalisée. Les clients, ils ont besoin d'avoir un suivi permanent, constant de leur portefeuille. Au niveau de la gestion, je pense que l'IA sera pour nous un atout majeur pour nous aider à mieux gérer le risque, à avoir des stratégies plus performantes, je dirais. D'ailleurs, nous, de côté Palatine AM, nous sommes déjà engagés un peu dans ce processus, puisqu'on développe des modèles basés sur l'IA, sur des réseaux de neurones pour la sélection des titres vifs. Et l'idée, c'est que ces modèles, ils nous permettent de suivre tous les marchés actions. Nous avons déjà les modèles sur le marché américain, nous sommes en train de développer et mettre en place sur le marché européen. Et pour moi, l'IA, c'est un vrai atout, car ça permet en fait d'explorer beaucoup d'opportunités à moindre coût finalement. Voilà. Valentin, qu'est-ce que l'on peut apporter comme contribution de votre côté? Avec le recul, la gestion sous mandat a déjà beaucoup évolué et je pense qu'elle continuera. On a un marché qui se libéralise de plus en plus. On le voit, les clients partent du système banque privée pour aller vers des conseillers en gestion de patrimoine qui ensuite vont déléguer les gestions sous mandat. Donc, ce que cherchent les clients au final et ce que cherchent les conseillers, c'est de la transparence, c'est de l'accès à l'information. C'est vrai que, et surtout on va dire la traduction de cette information, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là?
Là où auparavant, c'était très difficile de passer un ordre, d'avoir accès à de l'information financière, donc je parle de ça il y a peut-être 20-25 ans, aujourd'hui, ça s'est démocratisé. On le voit avec des plateformes, même aux États-Unis, Robinhood ou autres. Donc, le rôle des sociétés de gestion, c'est de fournir les grilles de lecture, on va dire, à travers sa gestion pour éviter au client, déjà, quand il investit lui-même, certaines erreurs, on va dire, en tout cas de trop surfer sur les tendances. Et on va de plus en plus aller vers un rôle, à mon sens, non pas de conseil, mais en tout cas de donner les clés pour lire en fait ce marché qui est à la fois plus accessible, mais plus difficile à lire, parce que l'information va très vite et on reboucle en fait avec les raisons d'aller vers la gestion sous mandat. Donc elle évoluera en fait pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui elle se développe déjà, c'est-à-dire tout simplement donner une grille de lecture pour ces marchés. Moi, j'ai appris dans cet échange avec vous, j'ai appris plein de trucs que je vais essayer de vous restituer en guise de conclusion. Moi, je trouve que c'est très rassurant de créer une relation proche pour des clients qui veulent une gestion encore plus personnalisée que celle que l'on peut proposer dans le cadre d'une allocation d'actifs classique avec des fonds, que je ne remets pas en cause, mais on a tous, nous, je pense CGP, des clients qui ont besoin de quelque chose de différent. Ce que je retiens aussi, c'est que dans votre offre de gestion sous mandat, vous pouvez accéder à des titres, des ETF, y compris, j'ai entendu, Valentin, vous parliez de structurer que l'on ne serait pas forcément capable d'acheter en assurance vie, ou qu'on n'aurait même pas le droit de passer, ou sur les comptes titres, on n'aurait pas le droit de passer les ordres en tant que CGP. Donc, ce que vous offrez, c'est un service complémentaire. Ce que je retiens aussi, c'est que, bien évidemment, il y a toute une équipe derrière celui qui gère. Et Kamal, représentant la Palatine, disait qu'effectivement, il y a des gérants obligataires, il y a des spécialistes sur les actions, sur telle ou telle thématique. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis, comme vous le disiez aussi, Valentin, c'est que on gagne bien évidemment en très grande réactivité à pouvoir gérer sous mandat. Et puis ce que je retiens aussi, ce que vous disiez, c'est qu'on a aussi la possibilité de faire des propositions et de contribuer, parce que parfois je pense que pour certains CGP c'est important, bien évidemment sous le contrôle définitif, je dirais, du gérant et de la société de gestion. Merci pour vos contributions. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans cette conférence, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et je trouve que c'est très rassurant. Pascal, est-ce que vous pourriez nous montrer sur le site comment ça se passe lorsqu'on veut avoir de l'information sur Auris ou sur la Palatine? Est-ce que vous êtes en mesure de nous montrer? Je vais essayer de le faire. Merci en tout cas pour cette présentation très pragmatique. Alors, je vais partager mon écran et j'espère retrouver sur… Alors là, je me retrouve sur la conférence puisque je suivais la conférence via la plateforme. Juste un petit point, pendant que vous évoquiez un certain nombre de sujets, je me suis amusé via l'assistant Patrietta. On vous reconnaît, mais c'est vous. À poser la question sur en savoir plus sur la gestion sous mandat. Et la petite intelligence, pour reprendre les propos de Kamal, m'a répondu qu'on trouvait un certain nombre d'éléments d'information qui étaient présentés par les équipes à la fois de Palatine et par Auris. Et il suffit à ce moment-là que sur la base des informations qui nous sont proposées à la simple question « j'aimerais en savoir plus sur la gestion sous mandat », de cliquer sur l'élément qui nous intéresse et on se retrouve automatiquement sur le site de Palatine et effectivement le document qui présente la gestion sous mandat qui est ici pour Palatine augmentée. À l'identique. J'imagine que ça marche aussi pour Auris. Eh bien oui, puisque je vais sur Auris et je recherche les informations qui sont clés et je vais retrouver les documents qui nous présentent la façon
et les modèles qui sont mis en place pour apporter des réponses efficaces à la gestion sous mandat pour les conseillers. Alors, donc en fait, voilà en résumé, Pascal, on va bien sûr sur le site, on va sur votre icône à votre effigie, on pose la question et on a les réponses. Ok, d'accord. Et après, on a les liens directement sur le site. D'accord. Ouais, même avant ça, Cédric, vous voyez, il y a la petite icône ici qui, avec une petite tête. Il suffit de cliquer dessus, poser la question que vous avez besoin et puis automatiquement, on va vous orienter vers les stands qui ont proposé de l'information sur la gestion sous mandat. Okay. Voilà ce que je peux vous présenter très rapidement sur les stands, que ce soit Auris ou Palatine, qui sont dédiés à cette activité. Je vais peut-être regarder s'il y a des questions ça serait bien. Qui intéressent les intervenants du jour. Avec Kamal et Valentin, ça y est, là, au bout de 40 minutes, on est bien. Ouais. Alors, la langue a été déliée. J'ai une petite question. Alors, j'ai une question qui est adressée à la fois à Kamal et à Valentin. C'est sur les sous-jacents qui sont utilisés. Alors, je pense que vous avez abordé ce point pendant l'exposé global. On me demande quelle typologie, que ce soit tant chez Palatine que chez Auris, vous êtes à même de pouvoir utiliser pour répondre aux attentes des conseillers. Est-ce que vous utilisez que des fonds classiques ou vous êtes capable d'utiliser à la fois des ETF, des structurés ou des titres vifs pour l'ensemble du mandat qui vous est confié? Alors, qui est-ce qui veut répondre? Parce c'est une vraie question, ça. On va réapprofondir. Qui est-ce qui veut reprendre la main là-dessus? Kamal ou Valentin? Je veux bien. Allez, on dit Kamal. Qu'est-ce qu'on a? Sur les sous-jacents, donc on fait des titres vifs, des ETF et des OPC. Les OPC, d'accord. Voilà. Et voilà, donc la part CleanShare, on prend tout le temps la part la moins chargée en fait. Et vous, Valentin, j'imagine que vous rajoutez, j'ai entendu dans la conversation, dans notre échange, structuré, quatrième point. Exactement, structuré, action, crédit, taux et FIA également, soit sur l'immobilier, sur du private equity ou même sur de l'alternatif. Ah ok, d'accord. C'est que vous pouvez, d'accord, vous travaillez aussi cette classe d'actifs-là. Comme quoi la question du CGP était pertinente parce que effectivement, on n'a pas abordé ce sujet-là dans la conférence. Donc, vous pouvez aussi aborder ces thématiques au sein du mandat. D'accord. Donc, vous pouvez les répéter lentement, s'il vous plaît? Donc, action, titre vif indirect, soit action ou obligation, ETF, OPCVM, produits structurés de toute typologie, actions, crédit, taux et FIA. Selon les contraintes du mandat, de l'assureur, évidemment, on est toujours dans un environnement qui est contraint par l'assureur, mais c'est possible. Moi, ce que je retiens, l'idée, c'est pas de refaire une deuxième conclusion, mais je trouve que c'est intéressant, c'est que chacun a son mode de fonctionnement, et je trouve que ce qui est intéressant dans un mandat, c'est d'en faire plusieurs, ce qui nous permet comme ça, effectivement, de couvrir tout le spectre de la gestion sous mandat, et on le voit bien dans nos échanges que nous avons dans cette conférence, les sensibilités, elles peuvent être différentes, mais le plus souvent complémentaires. Est-ce que, Pascal, il y a une autre question avant de fermer rideau? On peut fermer rideau. On peut fermer rideau. Bon, c'est parfait. Kamal, vous représentez Palatine Asset Management, Valentin Auris. Merci sincèrement de cet échange parce que je trouve que c'était très intéressant. Et donc, j'invite les internautes et les autres confrères CGP à se connecter sur la plateforme. Maintenant, on sait exactement où trouver l'information, la plateforme Patrimeta, pour récupérer toutes les informations dont vous auriez besoin. À très bientôt. Merci. Merci à vous tous. Au revoir. Merci à tous.